la délégation aux droits des femmes du Sénat consacre un rapport à la situation des femmes en zone rurale. Une partie des travaux est consacrée aux violences conjugales. Marie-Pierre Monnier est l'une des 8 rapporteurs. Plus d'1 an après la clôture, le 25 novembre 2019 du Grenelle de lutte contre les violences, la question se pose de savoir si les territoires ruraux et leurs spécificités ont été suffisamment pris en compte et si la dynamique impulsée par le gouvernement est suffisante pour impacter durablement les politiques de lutte contre les violences en milieu rural. Les femmes résidant en zone rurale sont moins représentées sur la ligne d'écoute nationale et lorsqu'elles appellent, elles décrivent des moyens de contrôle particuliers, par exemple l'interdiction d'utiliser le véhicule ou le contrôle du kilométrage. Malgré tout, tout se sait et c'est un vrai... Ce qui m'a vraiment choquée dans cette table ronde-là, c'est le chiffre de 50% de féminicides en France qui ont lieu dans les territoires ruraux. Alors que c'est 31% de la population qui habite. Qu'au fond, ces violences, c'est un angle mort. Ça n'a pas été assez abordé et la spécificité des territoires ruraux n'a pas été prise en compte, entre autres, dans les Grenelles. Ça pointe aussi un manque de moyens. Pour les femmes en zone rurale, au fond, c'est une double violence. Depuis qu'elle a été élue sénatrice de la Drôme en 2014, Marie-Pierre Monnier reçoit de nombreux témoignages de victimes de violences. Un phénomène dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur sur son territoire. Le fait que je me sois mobilisée là-dessus, ça a fait que petit à petit, j'ai été identifiée comme m'occupant de ce sujet de violences faites aux femmes sur mon territoire. Et donc, inévitablement, j'ai eu des tas d'appels à l'aide de certaines. Cette semaine, j'ai eu 4 contacts de 4 femmes que j'avais déjà rencontrées. Une, c'est un peu particulier, c'est une élue qui un jour, quand j'ai rencontré dans sa commune, m'a fait écouter un enregistrement en me disant « Est-ce que ça, pour vous, ça veut dire que cette femme est victime de violence, cette femme c'était elle ?» Ben, j'ai dit « Bien sûr ». La sénatrice rencontre ce jour-là une victime qui a subi des violences pendant 16 ans. Sortir du silence dans un village de 60 habitants a été pour elle une épreuve. C'est vous qui avez fait ça? Oui, ouais. C'était une étape de décision de ce que je choisis aujourd'hui pour ma vie. La douceur, le respect, l'amour, et tout va bien. Voilà. Le 8 mars dernier, Isabelle a pris la parole en public pour raconter son histoire. J'ai reçu de votre part un podcast qui retrace ce que vous avez fait le 8 mars. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je savais qu'il y avait un rassemblement donc, qui avait lieu dans la petite ville à 30 km de chez moi. Et je savais qu'il y avait un micro disponible pour des prises de parole ouvertes. Et donc j'ai écrit un texte qui traite du tabou sociétal des violences conjugales et familiales. Le 6 janvier 2020, j'ai porté plainte pour violence conjugale contre l'homme qui a été mon compagnon pendant 16 ans et qui est le père de mes 3 enfants. Ça a été un grand moment pour moi parce que ça a été témoigné à visage découvert. Et en fait, après mon dépôt de plainte, j'ai entendu les oui-dire qui circulent en milieu rural. Du genre, non mais tu te rends compte, elle a porté plainte, comment il va faire pour retrouver une nouvelle nana, non mais tu te rends compte, c'est quand même le père de ses gamins. Et là je me suis dit, il y a un vrai problème. Il y a eu donc ces années terribles, ce que vous avez réussi à faire, à vous extraire et à essayer de reconstruire votre vie, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est non seulement la façon dont vous en parlez, dont vous avez analysé la situation, dont vous êtes arrivé à vous en sortir, mais aussi, comme vous l'avez dit, d'oser le dire. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont été victimes de violences qui osent aller sur la place publique. Là, depuis, quand il m'arrive d'aller en ville faire mes courses, il y a des personnes que je ne connais absolument pas qui viennent me voir, qui me remercient pour cette prise de parole, voire qui me confient leur histoire passée ou présente, l'histoire de leur sœur, de leur mère, de leur cousine.
Donc pour moi, c'est vraiment impactant. C'est un peu ce que MeToo a fait. MeToo a libéré la parole. Vous avez libéré votre parole. Vous expliquez que c'est important pour vous, mais c'est important pour toutes les femmes qui sont encore dans le silence, qui sont parfois encore dans le déni. De plus en plus, nous n'aurons plus peur. Nous sommes les femmes qui marchent debout. Le village de Miscon, où habite Isabelle, est situé au cœur du Diois, dans le sud de la Drôme, où la quasi-totalité des communes ont moins de 1000 habitants. Valence, ville la plus proche, est à 60 km. En ruralité, la mobilité, c'est vraiment le sujet. Parce qu'on est dans un endroit magnifique, un cadre de vie exceptionnel. Mais par contre, on est un peu loin des services publics. Il faut avoir une voiture, les moyens de se le payer. Et ça veut dire qu'on va se déplacer pour tout. Pour les courses, comme pour les soins. Ça veut dire aussi que si elles veulent porter plainte, il faut qu'elles se déplacent à la gendarmerie. Donc tout ça, ça rajoute, c'est un peu une double peine pour les femmes qui sont en ruralité par rapport à d'autres qui sont en urbain. Face au manque de structure, c'est le tissu associatif qui prend le relais dans la prise en charge des victimes. Les femmes nous parlent par exemple très souvent le soir. Soit les enfants sont couchés, soit pour elles c'est plus propice. Souvent il y a un caractère urgent, on l'entend dans la voix. Hein. Et puis elles ont un tel sentiment de honte qu'elles ne fréquentent plus personne. Autour d'elle, les cas de violence se multiplient. Françoise Marre a décidé de cofonder en 2020 une association d'aide aux victimes. Cette disponibilité, c'est précieux, je pense, pour les femmes. Parce que souvent c'est difficile pour elles d'appeler. Elles hésitent, ça peut mettre des semaines, voire des mois avant qu'elles se décident. Dans la petite ville de Die, aucun lieu ne permet d'accueillir les femmes dans l'urgence. Il existe bien des permanences mensuelles avec un juriste à Valence, mais la distance et le fait de devoir prendre rendez-vous découragent beaucoup de femmes. La plupart des femmes qu'on accompagne, elles ne sont pas prêtes à aller déposer plainte. C'est une étape lointaine et hypothétique de leur parcours. Et à ce moment-là, ça sera très bien les juristes. Hein, des associations d'aide aux victimes. Mais non, nous on les conforte déjà dans les petits pas qu'elles font sans aller encore en justice. Et elles n'iront peut-être pas, c'est pas indispensable. Hein, c'est très coûteux d'aller en justice sur le plan émotionnel et psychologique. Donc c'est vraiment elles qui prennent la décision. Nous, on sait que ça va prendre du temps et on vise leur mieux-être, mais immédiat. Avec un budget annuel de 200 €, difficile de louer un local. Alors elle reçoit les femmes chez elle. Bonjour Françoise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, entrez. Merci. Ouais, merci de m'accueillir. En pleine procédure judiciaire, cette victime que nous appellerons Sarah ne s'exprimera pas sous sa véritable identité. Ça avance, donc il va être entendu là, dans quelques jours. Moi, je me souviens des premières fois où on a discuté. Vous étiez encore très très mal, vous étiez encore, je pense, dans la dépression. Mais vous étiez comme une terre qui a soif. Et en fait, le peu que je disais, ça vous parlait. J'avais besoin de dire stop. Le truc, c'est que c'est ce qui fait hésiter aussi d'aller porter plainte. C'est alors le fait de ne pas être entouré, le fait d'être peut-être mal reçu à la gendarmerie, pas cru, il faille se justifier sur des choses que nous, on a vraiment vécues, etc. Mais aussi le fait que ça sera peut-être classé sans suite. Et ça, on se dit, mais à quoi bon, quoi. Vous aviez besoin d'une petite... d'information et puis effectivement d'orientation vers des professionnels sélectionnés. Mais c'est vraiment un travail intérieur que vous avez fait, je trouve. C'est des dossiers qui touchent plein de choses. Le problème, c'est que c'est un peu le parcours du combattant parce que une personne vous renvoie vers une autre personne, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait le lien avec tout ça, ce que fait votre association. Je ne sais pas si j'aurai la force d'aller déposer plainte. Et quand bien même, j'y serais peut-être allé les mains dans les poches, entre guillemets, et sans rien, sans attestation, pas préparé, et je pense que ça n'aurait pas donné grand-chose. En zone rurale, seulement 12% des femmes poussent la porte d'une gendarmerie, contre 36% en ville. À Die, l'accueil s'est amélioré, mais comme partout, les plaintes ont augmenté dans la Drôme avec le confinement. Lorsqu'une personne se présente pour déposer plainte, donc elle est reçue ici par le chargé d'accueil. S'il s'agit de violences conjugales, contrairement dans le passé où la plainte était recueillie ici, comme vous pouvez le voir, la confidentialité n'est pas exceptionnelle. Elle est maintenant prise en charge et accompagnée dans un bureau
plus à l'écart, où on peut procéder à son audition en toute confidentialité. Pour Lionel Gracia, cette confidentialité est primordiale en zone rurale. Il est le référent violence conjugale de la brigade et joue un rôle de premier plan. On les installe sur cette chaise. Dans un premier temps, il y a une phase d'écoute où elles nous relatent les faits dont elles ont été victimes. Il pouvait arriver qu'on renvoie chez elle une femme venue porter plainte sans certificat médical ou sans marque de coups sur le visage. Des lacunes qui font partie du passé, assure le gendarme. Si la victime refuse le dépôt de plainte, on va faire un renseignement judiciaire avec refus de dépôt de plainte qu'on va transmettre au procureur, mais qui peut nous demander de procéder à l'enquête malgré tout. Et si la victime accepte de déposer plainte, on ouvre une enquête, tout simplement. On leur conseille vivement de déposer plainte, aussi parce que je pense que pour leur reconstruction, c'est important de pouvoir exercer ses droits de victime et d'avoir accès aux droits de la victime. Je pense que c'est important. Lionel Gracia en est convaincu. Il faut proposer autre chose qu'un numéro de procédure pour mieux accompagner ces femmes. C'est primordial d'être formé et de comprendre la psychologie de ces victimes. On marche souvent sur des œufs. On essaye d'établir un lien de confiance, de comprendre pourquoi elles réagissent comme ça, pourquoi elles retournent assez régulièrement auprès de leur auteur, pourquoi parfois elles les défendent. Lorsqu'on intervient, elles prennent la défense de l'auteur, alors qu'elles nous demandent de venir intervenir. Mais voilà, c'est des personnes qui sont sous emprise, et ça, c'est pas évident de le savoir si on n'est pas formé à ça. Ils sont une quarantaine de gendarmes de tout grade, de différentes unités de la Drôme en formation ce jour-là. L'objectif est de former tous les gardiens de la paix du département. C'est l'une des mesures fortes du Grenelle contre les violences conjugales. Nous allons passer plus de 6 heures ensemble pour une formation à la prise en compte des violences intrafamiliales. Sujet grave, gravissime, l'actualité nous le rappelle tous les jours, quasiment. On a des féminicides. Donner des outils aux gendarmes pour mieux reconnaître les violences et comprendre leur impact psychologique. Très vite, il va me dire « ton beefsteak est mal cuit, si je le fais cuire davantage la semaine d'après, il ne sera jamais bon ». Il va me dire « tu ne sais pas t'occuper des enfants » et dans la même phrase, il va me dire « je t'aime comme personne ne t'aimera, mais regarde comme t'es moche ». Et ça, c'est l'emprise. Vous allez voir que pour une personne comme ça, faire l'effort, parce qu'il s'agit vraiment d'un effort, de venir se confier à un gendarme pour dire qu'elle est violentée, ça nécessite du courage. Il faut le respecter, il faut le prendre en compte dès le départ, et donc votre attitude au moment de cet accueil, de cette première prise de contact, qu'elle soit à l'unité ou parfois en intervention, sera déterminante pour la poursuite de l'enquête. Vous devez impérativement avoir la confiance de cette personne. Vous êtes neutre, vous êtes là pour traduire des éléments objectifs au magistrat pour lui permettre d'entrer en voie de condamnation. Ça, c'est les fondements de notre métier. Fournir aussi des clés pour améliorer le recueil de la plainte et faire en sorte qu'elle aboutisse bien au parquet. Car pour les victimes, ce n'est pas évident d'amener des preuves. L'audition de la victime est certes très importante, mais le gendarme, l'enquêteur, va s'attacher également à essayer d'obtenir des témoignages pour corroborer. Lorsqu'on est dans un milieu familial avec des enfants, les enfants aussi seront associés, participeront à l'enquête avec des moyens adaptés. Vous savez qu'on a des enquêteurs qui sont formés à la prise en charge et aux auditions de mineurs. Donc en fonction de l'âge de la victime, on aura des personnels adaptés qui vont essayer, avec des mots simples, de décrypter des situations. La difficulté à préserver l'anonymat en milieu rural pèse aussi sur la libération de la parole. Un obstacle supplémentaire pour Marie, qui l'oblige encore aujourd'hui à ne pas donner son vrai prénom. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte, les choses ont commencé à se gâter dans le couple. Je ne savais pas en fait comment m'en sortir par rapport à un cycle de violence qui se répétait.
Moi, j'en pouvais plus en fait. Ce qui m'a fait déclencher en fait le départ, c'est que je me disais, mais notre enfant, il subit ces violences parce qu'en fait, il était témoin des violences. Et lorsqu'elle a porté plainte, Marie s'est sentie plus isolée que jamais. Moi, j'avais pas vraiment conscience de ça jusqu'ici, mais le milieu rural, c'est le village, c'est tout le monde se connaît. Et à partir du moment où j'ai énoncé à plusieurs personnes de mon entourage qu'on se séparait et que j'avais en fait subi des violences, et les personnes à qui j'en ai parlé, elles m'ont pu adresser la parole, j'ai plus de contact avec elles. Je pensais qu'en en parlant à des personnes que je connaissais, au contraire, j'allais recevoir un soutien. On allait, au contraire, peut-être être plus là pour moi, en fait. Et ça a été complètement le contraire. Donc ça a été vraiment extrêmement dur, ouais. Une fois que les victimes commencent à parler, il n'y a souvent pas de retour en arrière. Et c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus en danger. N'oublions pas qu'une femme qui est victime de violence risque, si elle reste chez elle ou au moment où elle part, c'est là le plus souvent que ça se passe, ça peut aller jusqu'au féminicide, elle risque sa vie. Donc c'est important justement de pouvoir l'extraire quand elles ont décidé de franchir le cap et d'arrêter ces violences et donc de partir de chez elles. Moi, pour en recevoir pas mal à la permanence, c'est compliqué de trouver un lieu. J'en ai même une qui m'a appelée il y a 15 jours, qui ne savait plus comment faire. Elle était en pleurs au téléphone parce qu'elle ne savait pas où aller. Et les places ne sont pas si nombreuses que ça. 9 maisons de bénévoles offrent un refuge temporaire aux femmes qui ont quitté leur domicile. Vanessa Pérez coordonne cette initiative soutenue par le département. Votre réseau est créé depuis peu, c'est ça, depuis août 2019, du coup, la mise en place du réseau d'accueil citoyen. Donc c'est un accueil qui se fait au sein de familles. Voilà, des particuliers qui s'engagent effectivement dans l'accueil des femmes victimes de violences, alors soit seules, soit avec leurs enfants, voilà, pour les accueillir au moment de leur départ. On n'a pas effectivement pu développer d'autres types d'accueil dans l'appartement notamment d'urgence. Le Grenelle nous a annoncé 1000 places d'accueil. Moi, concrètement, en Drôme, franchement, depuis 2019, je ne les vois pas. Le besoin est toujours aussi important. On entend que c'est vraiment la grande cause du quinquennat, la cause des femmes. Mais concrètement, sur le terrain, pour le moment, les moyens, on ne les voit pas. Donc, Madame Monnier, on va aller rencontrer un couple d'accueillants du réseau d'accueil citoyen. Donc c'est important que le lieu reste anonyme et qu'on garde aussi leur anonymat, voilà, pour les protéger, mais aussi pour protéger les femmes qu'ils accueillent avec les enfants, pour pas qu'il y ait de représailles ou de risques, voilà, concernant l'auteur, le conjoint. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ce couple de retraités accueille des victimes depuis 1 an. Pour eux, les moyens accordés par l'État ne sont pas à la hauteur. Il y a eu plusieurs cas de violence conjugale sur le village. C'est vrai qu'on est dans un lieu assez désertique, mais c'est sûr qu'il y a un déficit en lieu. On en parlait avec Vanessa récemment, mais les hébergements, ils ne sont pas nombreux. Enfin, si des citoyens ne prennent pas de leur part. Tout à fait. Combien de femmes avec des enfants notamment? Alors on a accueilli 5 femmes. Ah oui, déjà, oui. 3 qui avaient 2 enfants et 2 qui n'avaient pas d'enfants. D'accord. Sur quelle durée vous les avez accompagnés? Alors le minimum c'était une quinzaine de jours et le maximum c'était 1 mois et demi, 2 mois, je crois maximum. Oui. On a réfléchi aux difficultés parfois des accueils des femmes victimes de violences à l'hôtel, que ce que ça implique de se retrouver seule dans un hôtel au moment d'un départ du domicile, et qu'est-ce qu'on pouvait proposer d'autre, une autre alternative en fait pour accueillir les femmes. Voilà, c'est une chambre avec 2 lits. Une solution d'hébergement qui permet aux femmes d'être accompagnées dans leur reconstruction et limite le retour au domicile avec le conjoint violent. Elles ont leur lieu et puis pour le reste de la vie avec nous, elles vivent
voilà, on mange ensemble. On partage le repas, on partage la cuisine. On se balade ensemble quand elles ont envie de se balader. Elles font partie de la famille en fait. Elles vivent dans votre famille. C'est un cocooning que vous organisez. Voilà. Ouais. Ça doit leur faire une bonne bouffée d'oxygène. Ouais. Plus isolée encore, une fois sortie du silence, Marie n'a pas été accompagnée dans les différentes étapes de son parcours. Se sentant livrée à elle-même, elle a hésité plusieurs fois avant de déposer plainte. 1 an après, son dossier a été classé sans suite, sans aucune enquête. Elle a décidé d'écrire au procureur de la République pour exprimer son désarroi. Cette décision de votre part d'un classement sans suite, sans aucune enquête, a été traumatisante. Je me suis sentie niée dans l'existence du phénomène de violence qui a pourtant porté atteinte à mes droits les plus fondamentaux, à savoir le respect de mon intégrité physique, psychique, intellectuelle et morale. Un classement sans suite, faute de preuves matérielles. Marie avait pourtant fourni des éléments, dont l'attestation d'un témoin. Je souhaite avoir une reconnaissance, un espace pour réparer le préjudice qui a été fait, reconnaître les faits, reconnaître ce qui s'est passé, que c'est grave, que c'est répréhensible. Pour moi, ça permet juste à l'auteur des faits d'être confirmé dans sa posture que tout va bien en fait. On peut continuer la violence en fait. Il s'est pas puni. En France, 80% des plaintes pour violence sont classées sans suite. Pour Françoise Marr, c'est bien le signe que la chaîne pénale est insuffisante. Un sujet qui revient fréquemment lors des réunions avec les autres intervenantes de l'association d'aide aux victimes. Leur priorité, les aider à constituer un dossier solide, car seulement 18% des plaintes donnent lieu à des investigations. D'autant que dans les campagnes, récolter des preuves est loin d'être évident. Comment nourrir le dossier d'éléments qui serviront aux femmes à passer la barre de... quand elles vont faire un renseignement judiciaire et encore plus une plainte, que leur affaire soit prise au sérieux par le procureur, que ça ne soit pas classé. Les éléments de preuve. Par exemple, même le médecin, il hésitera parce qu'il a monsieur et il a madame dans sa patientèle, beaucoup plus, je pense, qu'en ville. Où en ville, on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix des soignants. Et puis les voisins qui n'osent pas témoigner aussi, qui ont la trouille, ça c'est clair. Très souvent c'est ça, ils ont peur des représailles en fait. Ce qui ressort de nos échanges de manière vraiment frappante, c'est la difficulté que ces femmes, même avec notre aide, des difficultés qu'elles ont à réunir des preuves, des témoignages dans ce territoire rural. Parce qu'on ne sait pas les alliances que les auteurs font avec les voisins, même avec les amis, quand ce n'est pas la famille. Il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ne veulent pas se reconnaître responsables, qui jouent un jeu d'alliance pour se démarquer et même... décrédibiliser la femme. Déstabiliser la femme et la rendre... responsable de ce qui se passe. Oui. Voilà, donc ça, pour moi, c'est aussi fondamental dans le milieu rural. On voit que là, au niveau juridique... Une seule solution, selon elle, pour que les plaintes aboutissent, donner des moyens à la justice. Que la France se dote de tribunaux spécialisés, comme en Espagne. À peine plus de 10% des femmes déposent plainte, et parmi celles qui déposent plainte, à peine plus de 12-13% voient leur agresseur condamné. Donc ça continue, dans le Diois comme ailleurs, à être le règne de l'impunité. Pour les auteurs, nous croisons les hommes. Ils sont récidivistes dans les agressions, mais ils sont tranquilles. En milieu rural comme partout, près de 2 ans après le Grenelle lancé par le gouvernement, beaucoup dénoncent des lenteurs et un manque de financement. Alors qu'en France, les chiffres ne bougent pas, une femme sur 10 est victime de violences conjugales et une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. À l'heure actuelle, des femmes sont victimes de violences, donc il y a urgence
à faire quelque chose pour leur sauver la vie. Il faut vraiment s'attaquer à la racine et travailler pour qu'elle n'ait plus lieu, pour qu'on ne se permette plus d'être violent vis-à-vis des femmes. Eh bien, c'est reconnaître qu'elles sont l'égale des hommes. Et si on veut vraiment s'y atteler pour les supprimer, si on veut vraiment en faire la grande cause du quinquennat, il faut se donner les moyens, mais de travailler en amont. C'est-à-dire, c'est la prévention et c'est l'éducation. C'est la société qu'il faut changer. C'est le regard et la place qu'on donne aux femmes. Donc c'est un travail en profondeur. Et il faut des moyens, et dès le plus jeune âge.